Salam alaikum Mazoul, bonsoir. Nous commémorons aujourd'hui le 75e anniversaire des massacres du 8 mai 1945. 75 ans ont déjà passé, où des milliers, des dizaines de milliers d'Algériens ont été massacrés de façon odieuse, ignoble. Des Algériens désarmés, rappelons-le. Nous allons regarder ensemble quelques images de ces tragiques événements. Vous aurez remarqué qu'il y a des images de cette immense tragédie, de ces massacres,
ces carnages du 8 mai 1945, mais aussi d'autres images de la Révolution, du temps de la colonisation et du mouvement citoyen qui a lieu en ce moment. Il y a au moins une chose que le régime semble ne pas avoir compris, c'est que l'Algérie ne sera plus jamais comme avant, comme elle a été de 1962 au 22 février 2019. Oui, ce régime ne l'a pas encore compris, malgré le formidable cri du peuple algérien, malgré ce sursaut populaire qui a suscité l'étonnement et l'admiration du monde entier. Oui, ce régime n'a pas compris que c'était lui qui est contesté, que ses méthodes sont désormais obsolètes, que ses habituelles ruses ne trompent plus personne et qu'il n'est plus possible de continuer à tromper tout un peuple de la façon aussi sommaire et aussi grossière que celle dont il a toujours fait usage et qui a fini par lui faire croire que quoi qu'il se permette d'excessif et de démesuré, personne ne viendrait le lui reprocher. Alors, aujourd'hui, dans cette émission Algérie, l'intrigue et le subterfuge, nous allons donc essayer de parler avec nos invités dans cette première partie, avant de vous ouvrir le standard, de ce qui est en train de se tramer, ce qui est en train de se passer, où un régime semble être dans un autisme quasi total. Il ne semble plus entendre la voix du peuple qui pourtant s'exprime à travers des millions, tout le corps électoral, plus de 20 millions d'Algériens qui manifestent chaque semaine, mais sans lui faire plus d'effet, et il continue d'agiter les épouvantails islamistes, les épouvantails de la main étrangère, de traiter quiconque ose aspirer à une nouvelle Algérie, un état de droit, à quiconque ose revendiquer ses droits, de le traiter de traître, d'agent de l'étranger, qui veut déstabiliser le pays. Et au point où les mêmes qui disaient vouloir accompagner la transition sont en train de nous dire clairement aujourd'hui qu'ils ne veulent pas de cette transition, mais qu'ils veulent aller directement à des élections dont on ne sait même pas comment ils vont les concocter, ni de quelle manière ils vont les faire. Pour le 4 juillet, ce qui semble d'une façon générale quasiment infaisable. Mais ils y tiennent mordicus et ils nous rappellent que quiconque refuse cette oukase d'élection absolument hallucinante est en train de se ranger du côté des traîtres. Rien que ça. Et pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir par téléphone et par Skype Soufiane Gilali, président de Jil Jadid, Khadour Chouisha au téléphone, coordonnateur SES, SESS, et Sadr Sellem, historien. Alors, nous allons commencer par Sadr Sellem. Sadr Sellem, merci d'être avec nous. Allô? Sadr Sellem, nous commémorons aujourd'hui le 75e anniversaire des carnages de 8 mai 1945. Vous voudriez peut-être nous dire quelque chose au sujet de ces tristes, tragiques événements? Oui, la commémoration s'impose, d'autant plus qu'on a affaire à un véritable courant négationniste qui trouve des excuses aux bourreaux de l'époque et essaie de maintenir le mensonge d'État, parce que les génocides sont toujours accompagnés d'un mensonge d'État. Et s'il y a un carnage qui confirme la déclaration courageuse du candidat Emmanuel Macron en février 2017 concernant le colonialisme, crime contre l'humanité, c'est bien ce qui s'est passé en mai-juin 1945. Et évidemment, on n'a pas le temps de développer tout ça, mais on a
les spécialistes de ce qui s'est passé en Arménie en 1915, qui s'appuient sur un rapport Morgenthau, du nom de l'ambassadeur américain à Istanbul, qui est considéré comme la loi et les prophètes. Or, on a les rapports américains de 1945. Les Américains contrôlaient tous les aérodromes et avaient les possibilités d'évaluer le nombre de morts à partir des 300 ou 400 sorties de bombardiers dont ils contrôlaient les aéroports, les aérodromes militaires. Murphy parlait de 80 000. Le PPA n'a retenu que 45 000. Et moi, j'ai découvert un document de la présidence française qui reconnaît au moins 30 000 morts. Alors que le grand Charles-André Julien, qui est la référence de tous les historiens, a daigné aller jusqu'à 6 000. Alors, c'est un document officiel de la présidence française, mais qui n'a pas été rendu public, semble-t-il. Non. Pour le moment, je suis le seul à le détenir. Je veux qui parle de 30 000 morts. Minimum 30 000. Vous nous aviez parlé lors d'une précédente émission à laquelle vous avez assisté par téléphone. Oui, je ne veux pas le donner aux spécialistes de l'historiquement correct qui vont toujours trouver le moyen de minimiser. Mais pourquoi ne le publiez-vous pas vous-même, ce document? Je le publierai avec d'autres documents, comme ceux concernant Abba Ramzan, qui a affirmé la primauté du politique sur le militaire, mais lui, il négociait secrètement avec le ministère français de la guerre, par exemple. Tout ce temps de documents pour faire taire les idéologues qui ont une violence verbale parfois insupportable. Je publierai le moment venu et dans ces affaires-là, il ne faut pas se presser. Mais je crois qu'il faut le faire sans état d'âme. Ce sont des documents qui appartiennent à l'histoire et qui doivent être pris avec toute la distanciation voulue pour pouvoir être étudiés, discutés, débattus, sans passion et sans haine, sans rancœur. Moi, je me permets de prier pour nos martyrs sans consulter les négationnistes. Si c'est ça les états d'âme, vive les états d'âme. Non, mais je ne parle pas de vous. Je ne parle pas de vous, Sadr Sedlem. Je veux dire que tout document ayant trait à ce genre d'événement devrait être publié sans état d'âme. Ça veut dire ne pas tenir compte de quoi que ce soit, puisque l'histoire et les Algériens ont besoin de savoir. J'ai un autre document qui fait état de bombardement bactériologique en 1957 par l'aviation de la grande armée française, civilisée, démocratique, etc. Et qui n'a pas été rendu public non plus. Non. Eh ben, nous espérons que ça le sera très rapidement. Mais restez avec nous. Un autre document sur l'empoisonnement d'enfants dans les cantines scolaires, dans l'Oranie. C'est incroyable. Incroyable. Les musulmans empoisonnés. À dessein? De façon délibérée? Absolument, oui. Tu as des gens, les va-nu-pieds de l'ALN, à chaque fois qu'ils réussissaient une embuscade, il y avait des militaires qui se vengeaient contre les enfants. Les militaires de Saint-Cyr qui ont fait la résistance, qui sont venus civiliser, mais la colère que leur inspiraient les va-nu-pieds de l'ALN, quand ils leur donnaient une tannée, les amenait à massacrer les civils. Ben, je vous invite bien volontiers, Sadr Sedlem, à venir en parler dans cette émission. Marhaba bik à tout moment, surtout pour ce genre d'événements et de révélations. Restez avec nous, Sadr Sedlem. Avec nous, Qaddour Chouicha. Qaddour Chouicha, vous êtes avec nous? Oui. Bonsoir. Merci pour cette invitation. Merci. Sahaf Torkum. Selmek. Qaddour Chouicha. Alors, pour revenir aux événements de maintenant, ce qui est en train de se passer. D'abord, pour revenir à l'interpellation et la mise en mandat de dépôt des 3 dernières vedettes qu'on a vu monter les marches comme s'ils montaient les marches de Cannes pour recevoir des Oscars. Monsieur Saïd Bouteflika, Monsieur Tawfiq Medien et Monsieur Tartag Bachir. Alors, ils ont été inculpés de choses assez étranges. Alors, 2 chefs d'inculpation. Atteinte à l'autorité de l'armée
et complot contre l'autorité de l'État. À votre avis, est-ce que ce genre de chef d'inculpation, je parle du premier, atteinte à l'autorité de l'armée? Ça veut dire, est-ce qu'on peut inculper quelqu'un, d'autant plus s'il est civil, d'atteinte à l'autorité de l'armée? Pourquoi est-ce que l'armée a une autorité en termes politiques? Je pense que ce n'est pas la première fois que l'armée intervient et que le pouvoir en Algérie s'est joué avec les lois pour faire passer toutes les accusations possibles et imaginables. Mais au-delà d'une simple lecture des lois, je pense qu'il faut qu'on comprenne, et tout le monde a compris, que les juges ne sont pas là pour appliquer la loi. Les juges que l'on a sont là pour appliquer les desiderata des puissants du moment. Et ce qui nous interpelle ici, c'est pour quelles raisons ces trois personnes, et particulièrement les deux, les généraux qui sont connus pour avoir commis pas mal de méfaits pendant plus de 15 ans directement et de façon cruelle. De crimes, vous voulez dire? De crimes contre l'humanité. De crimes. Contre l'humanité. Ouais. Pour quelles raisons ont-ils été arrêtés? Je pense que ceux qui sont au pouvoir actuellement pensent utiliser cela en même temps en se débarrassant d'un clan et en même temps en espérant les donner comme pâture à la population, comme des fusibles, pour calmer un peu, soi-disant, la ardeur des gens qui sortent dans la rue. Donc je pense que c'est pour ces deux raisons. Oui, les Algériens, personne, il ne viendrait à l'idée de personne de défendre ces trois personnages qui sont particulièrement exécrés par quasiment tous les Algériens. Le premier pour avoir pris tout le pays en otage et les deux militaires pour avoir commis des crimes de sang qui se comptent en dizaines, si ce n'est en centaines de milliers de victimes. Mais sinon, le Gaïd Saleh, le chef d'état-major, au sujet des gens comme vous qui disent que la justice est instrumentalisée, qu'elle fonctionne à l'injonction, voilà ce qu'il dit. Parlant des partis qu'il accuse d'être des partis qui veulent déstabiliser le pays. Il dit que ces mêmes partis tentent de faire accroire aux Algériens que cette démarche de la justice de dépoussiérer les dossiers de corruption intervient sur ordre de l'institution militaire, dans une tentative sournoise d'entraver l'action de la justice et de saper sa détermination à continuer, etc., etc. Il dit que non, vous vous trompez, que la justice est indépendante, que c'est elle-même qui dépoussière les dossiers, comme il dit, et qu'elle ne reçoit d'injonction de personne. Je pense qu'ils utilisent un logiciel ancien qui reste bloqué là-dessus. C'est vrai qu'il y a quelques années, quand la population n'avait pas encore décidé de sortir, c'est le son de cloche qu'on entendait. C'est toujours les traites, la main de l'étranger, c'est les puissants du moment à travers tous leurs médias qui le disaient. Mais maintenant, c'est différent. C'est pourquoi je pense qu'ils sont vraiment dépassés. Maintenant, ils disent ça, mais ils entendent en même temps 20 millions d'Algériens qui sortent, qui crient à tue-tête que c'est vous les traites, que c'est vous la main étrangère, que c'est vous qui avez massacré le pays, et que je pense qu'ils sont dépassés, ils ne comprennent pas du tout ce qui est en train de se passer. Ils sont en train de gagner du temps en utilisant toujours les mêmes subterfuges d'avant pour gagner du temps, pour voir qu'est-ce qui est possible de faire, comment essouffler le mouvement, comment le travailler, comment le disperser, comment le casser. Et comme seule solution, c'est leur logiciel. Mais maintenant, je pense que tout le monde sait que les gens sortent dans la rue pour dire c'est vous, la main étrangère, c'est vous, les traites, c'est vous. Et on fait référence à notre propre histoire. C'est pourquoi c'est intéressant, les images que vous nous avez montrées, pour montrer que la sève et l'ardeur actuelle de ceux qui sortent, c'est une autre façon de continuer le combat de toute cette population, une histoire de résistance qui date depuis très longtemps et qui continue actuellement sous des formes différentes. Donc je pense qu'ils ne comprennent pas, ils ne veulent pas comprendre pourquoi, parce que leur intérêt est en jeu, c'est-à-dire leur place. Et je ne pense pas qu'un jour, ils avaient réfléchi, ils avaient pensé qu'un jour viendrait où cette populace, qui est considérée comme des indigènes eux-mêmes, comme l'avait fait la soldatex française,
cette populace sort dans la rue et revendique ses droits et dit que c'est nous le pouvoir, c'est pas vous. Je pense que là, pour eux, c'est un blocage. Ils essaient de gagner du temps. Mais maintenant, je pense que nous avons dépassé tout ça. Tout le monde sort dans la rue pour dire la même chose, pour leur dire cette justice, c'est votre justice, ce n'est pas la justice, c'est votre justice. Restez avec nous, Khadour. Restez avec nous. Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Sahaf Torek. Allô? Allô, Sofiane Gilali, merci d'être avec nous. Et Sahaf Torek. Oui, bonsoir. Bonsoir, c'est Jamal Din, Sahaf Torkom. Bonsoir pour tous les téléspectateurs ainsi qu'à vos invités. Merci. Alors, au sujet des événements qui ont lieu en ce moment, nous allons parler un peu du fameux édito de la revue El Jeish. Mais avant, j'aimerais vous poser une question qui m'a interpellé personnellement. J'ai été très étonné qu'elle n'ait pas été relevée par les journalistes, par les politiciens. Alors, parmi les deux chefs d'inculpation reprochés à Saïd Bouteflika, Tartag et Toufik, il y a atteinte à l'autorité de l'armée et complot contre l'autorité de l'État. Bien. Donc d'abord, pour préciser encore une fois, qu'il ne viendra à l'idée de personne de défendre ces gens. Sauf que nous sommes en train d'essayer de parler droit et de parler principe. Atteinte à l'autorité de l'armée. Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un ou l'interpeller ou le mettre en mandat de dépôt à plus forte raison quand c'est un militaire ou quand c'est un civil ou quand c'est un militaire qui a été mis à la retraite pour atteinte à l'autorité de l'armée? Est-ce que ça existe, ça? Atteinte à l'autorité de l'armée dans un pays censé être une république? Écoutez, on assiste à des phénomènes incroyables aujourd'hui que les mots n'ont plus de sens. Vous savez très bien qu'un chef d'inculpation doit normalement répondre à une définition exacte du code de procédure pénale ou du code militaire. Personnellement, je ne suis pas spécialiste, mais est-ce que cela suppose atteinte de l'autorité de l'armée à l'intérieur de l'institution militaire? Je ne sais pas si ce concept existe, mais de toute façon, à l'évidence, nous sommes en face de procédures politiques et non pas judiciaires. Il n'y a pas d'ailleurs dans presque tous les dossiers ouverts contre même les hommes d'affaires et ceux qui sont impliqués dans l'action politique, ne relèvent généralement pas de la corruption, mais de vagues accusations qui relèvent de tout et de rien à la fois. Donc on ne sait pas très bien quels sont exactement les objectifs assignés à ces démarches judiciaires. Si c'est simplement pour faire croire à l'opinion nationale que la machine est en route, qu'il va y avoir une sanction contre ceux qui ont commis des délits pour calmer la rue, ou bien tout simplement pour régler des comptes à titre personnel. Alors, oui, mais Sofiane Gilali, excusez-moi de vous interrompre. Moi, ce qui m'interpelle gravement, c'est ce chef d'inculpation, le libellé, atteinte à l'autorité de l'armée. J'aurais attendu des hommes politiques, des hommes et des femmes politiques, qu'ils demandent des explications. C'est quoi ça, atteinte à l'autorité de l'armée? Pourquoi est-ce que le pays est sous l'autorité de l'armée? Nous le savions qu'il était sous l'autorité de l'armée, mais cela n'a jamais été dit. Maintenant qu'on en fasse un chef d'inculpation, c'est, à mon avis, gravissime. Du moins, c'est quelque chose qui aurait dû déclencher une levée des boucliers de la part d'hommes politiques, y compris vous-même. Écoutez, je l'ai dit, les chefs d'inculpation doivent être définis par le code de procédure pénale. Il ne doit pas être défini comme ça au pied levé. Mais maintenant, on est en face d'une affaire extrêmement grave et sensible. Il y a l'arrestation du chef de l'État, du frère du chef de l'État, ce qui me semble être l'acte le plus symbolique dans cette décision-là. Il ne faut pas oublier que Saïd Bouteflika semblait être le véritable chef de l'État depuis maintenant près d'une dizaine d'années. Certains parlent depuis 2005 au moins. Et en tout cas, depuis 2013, il n'y a pas de doute.
et que M. Gaïd Salah, en tant que chef d'état-major, avait traité continuellement avec ce personnage. Alors, d'un seul coup, on découvre que celui qui avait les clés de la République, qui avait le sceau de la République, qui avait la confiance de son frère, qui était lui officiellement le chef de l'État, est devenu comploteur contre l'État. On ne comprend plus en fait les règles du jeu. Mais à l'évidence, l'armée a récupéré maintenant le pouvoir en entier, le pouvoir politique, et elle en dispose, en tout cas par la voix de son chef d'état-major, et apparemment tout refus contre une démarche de l'État ou du pouvoir et devient comme une insubordination à l'armée. Nous l'avions vu aujourd'hui à travers l'éditorial d'El Jaish, qui est tout simplement hallucinant. À la limite, on s'attend à ce que... Nous allons y revenir, Sien Gilali. Nous allons y revenir. Nous allons parler justement de cet édito et de ce qu'il en dit à propos de la transition, justement. Sadr Sillem, au sujet sur cette même question, atteinte à l'autorité de l'armée. Qu'est-ce que vous en pensez, Sadr Sillem? Sadr Sillem? On des avocats. Allô? Ah oui, on vous écoute. Oui. Allez-y. S'il y a vice de forme, s'ils sont victimes, je pense que les avocats ne manqueront pas de... Non, mais Sadr Sillem, qu'on se mette bien d'accord. Moi, je ne parle pas des accusés ou des supposés ou des, je ne sais pas comment on dit, des présumés. Toufek et Tartag et Saïd Bouteflika. Moi, je parle du qualificatif du chef d'inculpation, atteinte à l'autorité de l'armée. Est-ce que ça peut exister dans une république, ce genre de chef d'inculpation, atteinte à l'autorité de l'armée? C'est un article du Code de justice militaire, dont j'ai oublié les numéros. Mais il semble que ce soit l'article 284, mais qui s'applique à l'intérieur d'une caserne. Lorsque un individu est coupable de complot, lorsqu'il refuse des ordres d'un commandant de formation militaire, d'un bâtiment, d'un aéronef militaire, ou la discipline ou la sécurité de la formation du bâtiment ou de l'aéronef, ça veut dire que c'est militaro-militaire, c'est à l'intérieur d'une formation militaire. Mais ce n'est. Exactement. Mais il faut cette affaire. On nous parle d'une justice aux ordres, entre guillemets. On peut en parler quand on aura épuisé le débat sur l'information téléguidée. Oui. Parce que jusqu'à ce soir, on a des fake news. On a les gens qui ont reçu des budgets assez considérables pour vendre le 5e mandat à l'extérieur. Malgré ce qui s'est passé, ils continuent de sévir. Ils continuent une guerre psychologique. Bon. Or, on a des informations qui reprochent à un des généraux chefs de région, qui a fait partie des généraux arrêtés l'an dernier, d'avoir un stock d'armes secret. Alors, si cette information est avérée... Vous parlez très certainement de Chentouf. Des informations circulent sur lui, comme quoi il aurait pris la fuite parce qu'il aurait un stock d'armes. C'est ce qu'on dit du moins, ce n'est pas ce que vaut l'information. Oui, et lui, il était... justement, on est réduit à des hypothèses. On examine toutes les hypothèses sans porter des jugements à l'emporte-pièce. Lui, il lui est reproché à lui, à Saïd Bey et à quelques autres d'avoir été au service du 5e mandat, qui aurait été le triomphe de l'État DRS. Tout le monde est d'accord là-dessus. Et d'après vous, Gaïd Salah aurait été contre le 5e mandat? Gaïd Salah, sur le plan politique, il s'est mis à en parler depuis qu'il y a ces accusations de complot. Moi, je ne connais pas Gaïd Salah et je refuse de personnaliser, parce que les slogans, Gaïd Salah dégage, c'est pas avec ça qu'on fera un état de droit. Alors disons l'état-major. Est-ce que l'état-major était contre le 5e mandat? L'état-major, je considère que ce n'est pas à la rue
de nommer un chef d'état-major ou de renvoyer celui qui est en place. Sauf si on a des accusations contre lui aussi graves que celles qui sont adressées aux 3 inculpés d'avant-hier. Parce qu'il faut se méfier de la justice de la rue aussi. La rue, elle porte une espérance, et c'est le rôle du véritable homme d'État, comme a dit un sage, de transformer l'espérance en volonté politique. Pour le moment, on attend l'émergence de ces hommes d'État qui ont été réduits à néant par l'État DRS. L'État DRS ne fait que la promotion des Ouyahia, des Sellal, c'est-à-dire des gens formatés par le DRS. Et contre l'édito de El Jeish, la revue El Jeish, dénonce ceux qui accusent la justice d'être une justice aux ordres. Quand il affirme que cette justice est réellement indépendante. Vous y croyez, Sadr Sillam? Non, vous savez, les milliardaires qui ont été défendus par ce site parisien qui était un peu mieux orienté il y a 15 jours, qui a titré 2 fois une justice aux ordres pour défendre 2 milliardaires qui ont bénéficié de passe-droit et qui ont commis des irrégularités. Moi, je n'appelle pas ça une justice aux ordres. La justice était aux ordres quand un de ces milliardaires a été dénoncé par le ministre de l'Industrie de l'époque. Et puis, il y a eu blocage de la justice. C'est à ce moment-là qu'on est intervenu auprès de la justice pour qu'elle n'instruise pas ce dossier. Or, maintenant, on nous promet de rejuger l'affaire Khalifa, qui a été très mal jugée parce qu'il y a eu pression sur la justice. Ça, c'est intéressant. Maintenant, qu'il y ait maintenant, on est dans une situation exceptionnelle où Saïd, qui tamponnait avec la signature de son frère, est en prison. Il est certain que les militaires jouent un rôle politique, évident. Bon, mais il faut les juger sur pièce. Le fait qu'ils ouvrent des dossiers qui ont été fermés quand la justice était aux ordres ne signifie pas que la justice est aux ordres aujourd'hui. Alors, Rabarab, c'est Bouchouareb qui a ouvert son dossier. Bouchouareb s'est révélé plus corrompu que tous les autres. Il est réfugié je ne sais pas où. C'est à ce moment-là que ça a été un coup pour rien, où on a bloqué, l'affaire n'est pas arrivée devant la justice. Mais Sadr Sillam, oui. Vous savez très bien, et nous savons tous, que la justice algérienne est corrompue jusqu'à la moelle. Non, elle est corrompue. Ils sont très rares, les magistrats intègres et honnêtes. Ils sont très rares. Non. Moi, je ne porte pas un jugement sur des gens que je ne connais pas. La justice est corrompue quand elle reçoit des ordres du ministère de la Justice, quand un ancien tolard a bénéficié d'une remise de peine et il s'est retrouvé ministre de la Justice, par régionalisme. Oui, d'accord. À ce moment-là, oui. Son chef de cabinet s'est enrichi grâce à la mafia du foncier, où il influençait des jugements pour confisquer les terres des gens qui la possèdent depuis des siècles. Mais Sadr Sillam, oui. Les Algériens, et vous et moi et tout le monde, savons que la justice est corrompue jusqu'à la moelle de l'os à une très grosse majorité. Il y a bien des magistrats. Dire que tous les magistrats. Et qu'elle réagit à l'injonction, au téléphone, qu'elle condamne des innocents, qu'elle libère des criminels. Nous savons tous, Sadr Sillam, ce n'est pas nouveau. Donc, comment une telle justice peut-elle, du jour au lendemain, devenir le chevalier Bayard sur son cheval tout blanc, indépendante, intègre, qui ne reçoit d'ordre de personne? Vous voulez m'expliquer? C'est cette justice qui a refusé d'instruire le dossier Rabrab quand il a été sorti par Bouchouareb, aussi corrompu que les autres. Oui, mais on est d'accord. C'est une justice qui a été... Maintenant qu'on sort le dossier Rabrab, c'est quand même un progrès. C'est-à-dire qu'on laisse la justice travailler. On ne parle pas d'un dossier ou d'un autre. On parle de tous les dossiers qui sont en ce moment instruits. Oui, mais les gens qui faisaient pression sur la justice, c'est l'ancien tolard libéré et nommé ministre de la Justice. C'est celui qui a été arrêté à la frontière ouest. Oui, mais Sadr Sillam, à ce moment-là, il y avait une pression. Sadr Sillam, c'est toujours un clan contre un autre. Je suis d'accord avec vous. C'est un clan contre un autre avec une justice aux ordres qui attend que le plus fort lui donne l'ordre de faire ceci ou de faire cela. La politique, c'est l'art de choisir entre les inconvénients
entre le clan corrompu qui influençait la justice et le clan qui cherche à assainir, la rue devrait soutenir le dernier clan. Mais avec la clairvoyance et le discernement qu'il faut, le Hirak doit rester très vigilant parce qu'il est échaudé par les trahisons, les mensonges, etc. Mais il faut qu'il évite une radicalisation qui sert les gens qui sont en prison. Et restez avec nous, Salam, je reviens à vous dans un moment. Khadour Chouicha, au sujet de la transition. Oui. Alors, l'édito d'Al-Jaish, c'est-à-dire l'état-major, semble nous dire que la transition est une crise, c'est une épreuve. Ce qui arrive en ce moment, le mouvement citoyen est une épreuve, c'est une crise qui a été provoquée à dessein pour déstabiliser l'Algérie. Hein, c'est ce que nous dit l'édito sur les lignes et entre les lignes. Et il nous dit aussi, d'une manière très claire, que la transition n'est pas une solution, qu'il faut aller aux élections, et rien qu'aux élections. Et que quiconque refuse ces solutions est un traître, qu'il est agité par la main de l'étranger, qu'il cherche à déstabiliser le pays, et que l'armée le combattra de toutes ses forces. Je vous le dis en substance. Hein. Alors, qu'est-ce que vous en pensez, Khadour Chouicha? Moi, je m'entendais à un tel positionnement parce que je pense qu'ils sont vraiment coincés. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant? Est-ce qu'ils vont nous dire d'accord pour la transition et on va détrôner Ben Salah Bedoui et vous donner les clés du pays et foutre le camp en espérant ne pas rendre des comptes? Je pense qu'ils sont vraiment coincés. Ils essaient de résister en faisant mine de dire nous sommes puissants, vous ne pouvez rien y faire, nous décidons et tout. Mais je pense, à moins d'être un martien qui ne vit pas en Algérie, tout le monde sait qu'il ne peut pas y avoir les élections le 4 juillet. Sauf si maintenant les chars sortent dans la rue et les militaires vont voter à la place des citoyens et on va demander aux citoyens de rester, sinon on va tous les tuer. C'est la seule solution qui reste. Donc je pense que tout le monde le sait, ça. Et même, si je me rappelle, il y a une des interventions du même responsable de l'état-major qui disait « Je veux que les élections se déroulent le plus rapidement possible ». Alors que normalement, les élections, c'était le 4 juillet. Donc quand il dit le plus rapidement possible, moi je comprends qu'il sait très bien qu'elles ne pourront pas se tenir le 4 juillet et qu'il faudra les reporter, qu'il demande à ce que le report ne soit pas très important. Donc je pense que à vouloir croire que l'éditorial est une réalité qu'ils vont faire, je pense qu'il y a un jeu là, tout le monde essaie de faire des pressions. La rue est en train de développer une puissance extraordinaire et j'espère qu'elle va durer pendant très longtemps. Pour la contrecarrer maintenant, il n'y a que l'armée d'état-major. Il essaie de la contrecarrer par des affirmations, mais qui sont vides de sens, à moins d'utiliser l'artillerie contre la population, qui sont vides de sens, je pense qu'ils sont coincés. C'est à nous maintenant de continuer la pression pour les ramener à une position, la seule position qui soit bénéfique pour l'Algérie, je parle de l'Algérie, je ne parle pas de personne, c'est-à-dire qu'ils accompagnent cette transition en disant oui, nous en tant que militaires, il faut qu'on sorte du champ politique et nous oui, mais Khadour Chouicha, quand vous parlez, quand vous dites nous, il appartient à nous maintenant de faire ceci, vous avez en face un véritable bloc, un état-major de l'armée, avec toute une armée sous ses ordres, avec des relais sociaux inimaginables d'efficacité, de corruption, de nuisance. Et vous n'êtes même pas capable de désigner vos propres représentants jusqu'à présent. Je veux dire, vous n'êtes pas capable. Je veux dire, vous n'avez pas encore trouvé les voies et moyens pour désigner des gens qui pourraient se mettre face à ce bloc et négocier avec lui. Non, je n'ai pas cette lecture. Je pense que justement, ça serait faire fausse route que dès maintenant de penser à désigner des gens. Je pense que ça serait vraiment faire fausse route. Je pense qu'on ne pourra commencer à parler de la désignation de représentants que lorsqu'on sera sûr que l'armée change, que l'armée a décidé de laisser le champ libre aux hommes politiques. Parce que si on commence à... Mais ce n'est pas le cas et ça ne sera jamais le cas, Khadour Chouicha. Ils sont en train de vous dire il n'y a que nous et vous ne pourrez rien faire sans nous. Nous sommes là.
et nous sommes là et nous vous accompagnerons, quoi que vous vouliez ou quoi que vous ne vouliez pas. Non, je pense qu'ils accompagneront. On ne va pas leur dire, de toute façon, tous les corps de sécurité seront, de par leur mission constitutionnelle, chargés de protéger l'Algérie, le personnel algérien, les hommes politiques. Donc ils doivent nous accompagner là-dessus. On ne va pas leur dire, vous quittez le champ politique, mais vous disparaissez, on ne veut plus vous voir. Donc maintenant, c'est le type d'accompagnement. Qu'est-ce que ça veut dire? On va vous accompagner. Mais je crois que c'est faire fausse route aussi de croire que 17 millions d'Algériens et d'Algériennes sortent comme ça chaque semaine. Et je pense ça ira en s'accélérant avec d'autres catégories et que les militaires resteront arc-boutés en disant non, nous on n'a rien entendu, on ne bouge pas d'un iota. Donc sur cette question, moi je suis, peut-être que je me trompe, mais je suis vraiment optimiste sur ces questions. Mais sur la question de la représentation, je pense que ça peut être vraiment un traquenard. Parce que notre seule force, c'est quoi? C'est le consensus lors des marches. Si on décide de faire des représentants, c'est-à-dire qu'on fait entrer la concurrence politique, entre courants politiques, dans la question de la représentation. Et si on fait entrer cette concurrence, je crois qu'on casse le consensus. Et si on casse le consensus, on casse la rue, on casse la force de la rue. Restez avec nous, Kader Chouicha. Soufiane Gilali. Soufiane Gilali. Oui, je suis avec vous. Alors, le même édito, donc l'état-major, parlant des gens qui expriment ce qu'il appelle les messages ouverts, les débats, les avis, les points de vue, publiés dans les colonnes de certains médias. Alors, je cite, appelant à une période de transition calquée à leurs mesures, durant laquelle ils se conduiront comme il leur plaira et feront passer leurs projets et les agendas de leurs parrains, qui vouent à l'Algérie et à son peuple une haine et une rancœur infinie afin de concrétiser leur vil dessein. Ces revanchards tentent de mettre la main sur le Hirak pacifique, etc., semer la division, etc. Donc, l'édito considère que tous ceux qui parlent de la situation, qui donnent des avis, qui proposent des propositions, qui invoquent le mot transition, sont des traîtres au service de parrains qui vouent une haine indicible, recuite à l'Algérie et qui ne cherchent qu'à provoquer un désastre dans ce pays. Écoutez, vous pensez qu'un Algérien peut croire à ce genre de discours? Ça est complètement réparti. Les manifestants à la période de transition. Tout fait que l'élection le 4 juillet est une imposture, qu'il n'est pas possible... je reviens à vous, on ne vous entend pas très bien. Je reviens, Soufiane Gilali, pardon. Je reviens à vous dans un petit moment, le temps qu'on arrange problème de téléphone. Sadr Sellem. Allô? Sadr Sellem, je suis tenté de vous poser la même question. Vous avez entendu ce que j'ai dit à Soufiane Gilali. J'ai cité un passage de l'édito. Vous pensez que les gens qui parlent, qui débattent, qui proposent, qui évoquent l'idée d'une transition ou une autre, sont des agents au service de leurs parrains qui ne cherchent qu'à détruire l'Algérie, qui lui vouent une haine inextinguible, etc. Vous le pensez, Sadr Sellem? Cette terminologie qui a recours à une violence verbale est tout à fait contraire à la silmiya, comme le Hirak s'appelle, et ce n'est pas le meilleur moyen de traiter les questions, quelle que soit la validité des arguments invoqués par ailleurs. Mais moi, je voudrais faire un raisonnement par l'absurde, comme on dit en mathématiques. La transition, si l'on en croit ce qui a été révélé, c'était la solution préférée de Toufir, puisqu'il a fait sa réunion secrète à Palm Beach ou sur plage, et il a fait venir de Batna quelqu'un qu'il avait poussé à la porte en 98, le général Serwal, pour lui demander de conduire une transition. Et la transition a duré indéterminée. Et là, Toufir, il est un peu sur les traces de Fidel Castro. Quand il est devenu gâteux, il a promis de se retirer au mois d'avril. Juste une précision, proposition qui a été rejetée par M. Serwal. Oui, mais il a accepté de venir quand même. Il aurait dû dire niet dès le début parce que
quelqu'un qui l'a poussé à la porte. Il n'y a aucun moyen de faire un bout de chemin avec lui, sauf s'il accepte de se laisser utiliser. Mais Fidel Castro, au mois de mai, quand il était toujours là, on lui a dit, vous avez promis de partir au mois d'avril. Il a dit, je n'ai pas précisé l'année. Et M. Toufik voulait une transition à durée indéterminée pour se donner le temps de reconstituer les forces de l'État DRS pour revenir en force. C'est ça l'inconvénient de la transition à durée indéterminée. Excusez-moi de vous interrompre. Votre raisonnement paraît absurde. Moi, je trouve... Pourquoi à chaque fois mettre ce Toufik dans l'équation? Toufik, personne ne l'aime en Algérie. Tout le monde le connaît en tant que criminel contre l'humanité. C'est fini. C'est eux qui étaient ses copains et ses potes. C'est les généraux qui étaient ses potes. C'est pas les Algériens. Les Algériens ne le voyaient pas en peinture. Maintenant, pourquoi tout ramener à ce Toufik qui, de toutes les façons, ne passera jamais chez les Algériens? D'abord, Toufik n'a pas l'habitude de consulter les Algériens. C'est un putschiste qui a une culture foncièrement antidémocratique. C'est lui qui a fait avorter le processus démocratique de 92. Et maintenant, on l'accuse même d'être derrière la tentative d'assassinat de son ami Nezar en 93. Si vous avez vu la série d'accusations qui lui sont adressées ce matin, dans une vidéo dont j'ai oublié la source, mais il n'y a pas de fumée sans feu. Toufik, il était clair et prévisible que lorsqu'il a fait le Doron en 2015, tout le monde s'est étonné, y compris à la Maghribia, qu'il n'ait pas résisté à son limogeage. Mais moi, j'ai dit à l'époque qu'il attend 2019 pour prendre sa revanche, et ça n'a pas raté, puisqu'on lui reproche toutes sortes de complots et d'intrigues. Le dernier article qui nous dit que Guédiri, c'était son candidat, avec un accord pour qu'il y ait un retrait in extremis de la candidature Bouteflika, ça c'est aussi, ça sort du cerveau génial de M. Toufik qui a montré que quand il n'y a plus l'Arbi Belkhir, quand il n'y a plus Nezar, il n'y a plus Smaïl Amari, il se débrouille très mal tout seul. Et il se fait coincer comme un voleur de poules. Oui, mais Sadr Sellam, c'est tant est que M. Gaïd Salah et les généraux qui sont autour de lui ne cherchent que le bien de l'Algérie, du peuple algérien, et qu'ils veulent accompagner ce mouvement citoyen vers l'avènement d'un véritable état de droit. Pourquoi, dans ce cas, ne font-ils pas en sorte que ces manifestations aboutissent à la désignation de véritables représentants du peuple algérien, qu'un dispositif électoral soit mis en place pour qu'il n'y ait plus de fraude électorale, pour que la justice devienne vraiment indépendante et qu'elle puisse convoquer n'importe qui, et que les Algériens puissent élire une véritable constituante, un véritable président de la République, de véritables députés qui les représentent vraiment. Pourquoi donc vouloir aller vers une élection bidon, totalement aléatoire pour un 4 juillet, alors que rien n'est prêt, rien n'est fait, que même le corps électoral n'a pas été épuré, et on voudrait nous faire croire qu'il cherche le bien de l'Algérie juste parce qu'il aurait écarté Toufik? Non, moi je considère qu'il faut juger sur pièce et se garder de juger selon des préjugés. On a un sentiment antimilitariste répandu en Algérie pour de bonnes raisons, parce que l'armée, à un moment, on disait le Jish Hachak dans les cafés. Parce que l'armée s'est mal comportée, elle a combattu le peuple, comme l'a dit Abdelhamid Mahri. Bon, maintenant, on juge sur pièce. Depuis le 22 février, l'armée, qu'est-ce qu'elle a fait? Si elle obéissait à quelqu'un comme Ouyahia, un pur produit du DRS, il a menacé de faire tirer sur le peuple pour dissuader de manifester. Or, l'armée a garanti le droit de manifester. C'est un premier point, quel que soit ce qu'on pense de l'institution militaire. Par ailleurs, que je ne juge pas en bloc, parce que les nouveaux militaires, ils sont le reflet de la société algérienne. Minhum as-salihuna wa minhum duna dhalika. On ne peut pas les juger négativement en bloc. Bon. Deuxièmement, ils ont mis en échec le projet de 5e mandat qui aurait été le retour à l'état DRS. Parce que Yahya Sellal... Qui a mis en échec le 5e mandat? C'est quand on a appliqué
l'article 104, etc. Et Bouteflika a été obligé de démissionner. 102. Non, c'est le peuple qui a mis en échec le 5e mandat, pas l'armée. Oui. Ce n'est pas l'armée, ni l'état-major, ni qui que ce soit. C'est le peuple dans la rue. Mais l'armée, quand il y a eu le discours de Gaïd Salah, l'armée s'est faite l'expression de la volonté populaire. Elle a été dans le même sens que le peuple. Quand il n'avait plus le choix, parce que jusqu'au dernier moment, M. Gaïd Salah nous disait que Farhamato, le chef d'État, le ministre de la Défense, le président de la République, chef des armées, etc., c'est qu'à la fin, quand il n'y avait plus le choix, qu'il a demandé l'application de l'article 102, dans le droit 7 et 8. musulman, on dit c'est la version finale des faits des actes qui comptent le plus. Et il s'est fait le porte-parole de la Vox Populi et il n'y a plus de 5e mandat. L'armée a été en phase avec le peuple. Et le seul souhait, c'est qu'elle continue à le faire, mais il faut trouver un mode opératoire qui, à mon avis, aurait dû commencer par le renvoi du gouvernement Bedoui qui a été nommé par M. Frère, Saïd. Et c'est une nomination, je vous cite un seul exemple. Le nouveau ministre des Affaires étrangères était ambassadeur de l'Algérie à l'ONU. Savez-vous ce qu'il a commencé par faire dès qu'il a été nommé? Oui, dites-moi. Il a nommé sa femme consul à New York. Voilà. Donc on a régionalisme, népotisme, sans doute corruption, et c'est le contraire d'une volonté de changement. Donc tout ce qui est nomination due à Saïd, il fallait commencer par renvoyer le gouvernement Bedoui, parce qu'on nous parle de dialogue entre le Hirak et les autorités. Il ne peut pas y avoir de dialogue avec des ministres nommés par Saïd. Merci, Sadr Sellam. Le secrétaire général du ministère de l'Éducation nationale, c'est une création de Mme Benrabrid. On le nomme à la place de Mme Benrabrid, c'est le contraire d'une rupture. À mon avis, il aurait fallu commencer par envoyer le gouvernement Bedoui avant d'arrêter les 3 larrons d'avant-hier. Merci Sadr Sellam, merci Kaddour Chouicha. Nous vous remercions. Nous allons garder Soufiane Djilali un moment puisqu'il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer. Soufiane Djilali, est-ce que vous êtes avec nous? Soufiane Djilali? Est-ce que Soufiane Djilali est avec nous? Soufiane Djilali? Soufiane Djilali? Soufiane Djilali, est-ce qu'il est avec nous, Soufiane Djilali? Donc voilà, je vais vous lire quelques passages donc, de cet édito en attendant que nous puissions contacter. Donc je vais vous relire ce qu'on dit au sujet des gens qui donnent leur avis dans la presse ou dans les tribunes ou qui s'expriment. Qui sont traités de tous les noms d'oiseaux, et ils considèrent qu'ils appellent à une période de transition calquée à leur mesure, durant laquelle ils se conduiront comme il leur plaira et feront passer leurs projets et les agendas de leurs parrains qui vouent à l'Algérie et à son peuple une haine et une rancœur infinie, etc. Soufiane Djilali, vous êtes avec nous? Oui, là je suis avec vous. La ligne était coupée, malheureusement. Oui, malheureusement. Alors, Soufiane Djilali, je vous laisse poursuivre ce que vous disiez. On ne vous entendait pas très bien au sujet de ces gens qui donnent leur avis à travers les colonnes des journaux ou d'autres espaces d'expression et qui suggèrent des avis, qui font des propositions et qui parlent de transition. Ils sont considérés non moins que des agents au service de leurs parrains qui vouent une haine à l'Algérie et à son peuple, une haine et une rancœur infinie, nous disent-ils. Oui, c'est ce qui est inquiétant, ce discours qui est absolument ahurissant. En fait, tous ceux qui émettent une idée qui ne correspond pas à ce qu'avait décidé l'état-major deviennent ipso facto et démanipulés par des parrains, je ne sais d'où ils viennent. Il aurait mieux valu nommer les choses telles qu'elles sont, et s'il y a des doutes sur des manipulateurs potentiels, autant donner leur nom et l'expliquer auprès de l'opinion publique. Mais si vous permettez, par rapport à ce que disait notre ami Sadr Sellam, je pense qu'il faut vraiment nuancer. Gaïd Salah, en tant que chef d'état-major, a poussé
les Bouteflika dehors avec l'application de l'article 102, mais parce que tout simplement il avait le sentiment qu'il allait lui-même être mis dehors et que si les uns et les autres sont accusés de comploter contre le pouvoir parce qu'ils veulent faire tomber le régime, mais je pense qu'à ce titre-là, c'est tous les Algériens qui sont dans la rue qui vont finir par être jugés. Quant à la transition, qui serait l'œuvre de je ne sais qui, je rappelle simplement que depuis des années, l'opposition réclamait une transition démocratique, que nous-mêmes à Djil Jadid, dès le 10 mars, nous avions fait une proposition d'une feuille de route intégrant cette phase de transition, qui est absolument nécessaire parce que, justement, comme le disait M. Cédric Sellem, il faut que ce gouvernement s'en aille et qu'il soit changé en faveur d'un gouvernement d'une équipe neutre. Il faut que la présidence de la République soit entre des mains neutres. Il faut qu'il y ait un changement de la loi électorale, de la loi sur les partis, de la loi sur les médias. Il faut avoir une commission indépendante qui puisse réviser le fichier électoral et qui puisse mettre en route tout un processus pour l'élection. Il faut enfin changer les wali les plus corrompus, etc. Comment voulez-vous faire ça d'ici le 4 juillet en sachant le mois de mai étant le mois de Ramadan où il est très difficile de mobiliser tous? Deuxièmement, la date limite de dépôt de dossier pour les futurs potentiels candidats, c'est dans une quinzaine de jours. Autrement dit, M. Gaïd Salah doit nous préparer un candidat qui est dans la poche et qui va être là juste pour remplacer M. Bouteflika et maintenir en place le système au profit des pontes du régime. Il n'y a pas de doute là-dessus. Donc tout le problème est comment arrêter cette machine infernale et aller vers une transition, mais avec des hommes d'honneur. Pourquoi mettre systématiquement en doute tout le monde? Si le peuple souhaite avoir quelques visages qui soient des hommes d'honneur, qui n'aient pas été impliqués dans les scandales financiers, qui n'ont rien à voir avec la gestion de M. Bouteflika et qui n'ont pas d'autre ambition que celle de pouvoir aider le pays à traverser cette période pour aller enfin vers de véritables élections pour laisser le peuple s'exprimer. Où est le problème? Où est cette même machiavélique? Où est ce démon-là qui veut tout comploter contre tout le monde? Je pense que pour le moment, il y a une forme de paranoïa et surtout des hommes et des femmes qui n'avaient peut-être pas l'occasion de soutenir Ahmed Tourou, alors ils se retrouvent peut-être aux premières loges pour soutenir M. Gaïd Salah. Et c'est triste. Au sujet de la représentation du mouvement citoyen, même sur ça, les gens ne sont pas être d'accord. Il y en a qui disent non, non, ce n'est pas le moment. Il ne faut pas nous concerter pour désigner nos représentants parce que ça pourrait faire exploser le mouvement. D'autres disent non, 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 il faut le faire maintenant pour pouvoir avoir un bloc qui pourrait nous représenter face au bloc de l'armée. D'autres vous disent non, 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 on serait d'accord à condition que les islamistes soient écartés. D'autres disent non, 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 nous on est d'accord à condition que les laïcs soient écartés. Et on n'arrive pas, même sur ça, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Comment voulez-vous pouvoir faire front à un bloc qui dispose de toute une armée? Écoutez, c'est Jamaldin, la politique est l'art du possible. J'ai à plusieurs reprises abordé ce thème qui est extrêmement sensible et surtout objet et sujet de manipulation. Je pense que même M. Chouicha tout à l'heure est absolument sur la même longueur d'onde. J'ai écouté ses arguments et c'est exactement cela. Un peuple est peuple lorsqu'il s'exprime de façon unitaire sur un certain nombre de questions. Mais à partir du moment où vous voulez lui donner des représentants, ce peuple se transforme en corps électoral. C'est cela la démocratie. Et un corps électoral, ce n'est pas un parti unique. On ne veut pas désigner le guide de la révolution, sinon on va faire une jamahiria pour négocier avec qui? Nous ne sommes pas dans une phase de révolution d'indépendance pour désigner des dirigeants qui vont négocier avec un État étranger. Ce que le peuple algérien a dit clairement, et je pense qu'il n'a pas besoin d'intermédiaires, il a dit que je ne veux plus de ce système, je veux un système
où il y a une liberté de choix, où il y a une démocratie. Donc il nous faut une petite phase de transition durant laquelle l'ensemble de la société politique, c'est-à-dire partis politiques, personnalités, syndicats, associations, qui soient au moins reconnus, qui aient une légitimité, qui aient une activité, eh bien, qu'ils négocient des règles du jeu pour que le peuple puisse exprimer ses choix. Et le peuple, en s'exprimant, devient un corps électoral qui va envoyer des représentants d'une pluralité, de plusieurs tendances dans les institutions pour pouvoir ensuite gérer le pays. Les institutions, c'est fait pour cela. C'est le réceptacle de la démocratie. À ce moment-là, vous aurez des islamistes, des démocrates, des libéraux, des laïcs dans une assemblée en fonction de leur représentation au niveau de la population. Mais si vous mettez la charrue avant les bœufs, si vous agitez quelques visages et vous dites ce sont les représentants du Hirak, soyez sûr que vous allez faire exploser le Hirak. Tout simplement parce que personne n'est en mesure d'incarner la volonté de 100% des Algériens. Or, 100% des Algériens, c'est le peuple. Et le peuple, il est dans la rue. Et ce peuple-là ne veut pas être manipulé. Donc, tant que nous n'arrivons pas à des élections libres et honnêtes, le peuple va rester dans la rue. Et c'est son droit, et c'est comme ça qu'il va pousser le pouvoir à céder. Une fois qu'on aura des règles du jeu claires et des élections saines, à ce moment-là, les électeurs vont choisir leurs représentants qui vont, à ce moment-là, pratiquer une politique institutionnelle. Alors, Soufiane Jalil, la justice étant devenue, par la force des choses, elle était déjà, mais elle est devenue encore plus, l'instrument par excellence entre les mains du régime en place, de ceux qui détiennent les leviers décisionnels. Comment faire pour essayer de libérer cette justice? Il y a déjà eu une initiative, celle dite du club des magistrats, 1000 jeunes magistrats dont il semble qu'ils soient tous intègres, relativement du moins, qui se disent prêts à en découdre avec le pouvoir en place pour essayer d'arracher leur indépendance, de ne pas attendre qu'elle soit consacrée par une éventuelle disposition constitutionnelle. Alors, vous pensez que cela est possible, que la justice puisse se libérer d'entre les mains de ce régime? Vous savez très bien qu'un régime qui a été construit pendant des décennies sur l'autoritarisme, sur une forme de tyrannie, où il contrôle tous les rouages du pouvoir, il ne va pas céder pour les beaux yeux, tout simplement parce qu'on le lui demande tranquillement. Et c'était extrêmement important que les Algériens recouvrent leur citoyenneté, c'est-à-dire qu'ils imposent leur volonté, qu'ils refusent d'être des éléments d'un troupeau qu'on guide comme on le veut. À partir du moment où les magistrats sortent et réclament leur indépendance, c'est un geste fort et important. Il faut que toutes les corporations agissent de la même façon. Les avocats, les administrateurs, mais aussi les étudiants, les fonctionnaires. C'est lorsque le peuple devient citoyen qu'à ce moment-là, il y a un respect de la citoyenneté. Et cela aboutira forcément par l'écriture ou la conception d'une constitution qui prenne en charge ces droits et devoirs du citoyen. Et pour arriver à cette constitution, il faut qu'on sorte actuellement de ce cercle vicieux dans lequel on veut nous enfoncer. Parce que actuellement, l'institution militaire étant un peu dans le désarroi, puisqu'elle n'attendait pas cette réaction populaire, elle avait misé sur un 5e mandat, et maintenant, le fait qu'elle ait perdu le 5e mandat, il semblerait que le pouvoir maintenant soit un petit peu perdu. Donc ils veulent gagner du temps avec cette histoire d'appliquer l'article 102 et aller à l'élection au 4 juillet. Mais le 4 juillet, les Algériens seront dehors, dans les rues, ou alors juste l'inverse, enfermés chez eux. Dans les deux cas, il y aura un boycott massif. Et un président imposé n'aura aucune légitimité et ne pourra pas faire fonctionner le pays. Donc c'est une perte de temps et l'institution militaire sera encore une fois jugée par le peuple pour une manipulation malsaine.
Donc il n'y a aucune autre solution que de s'asseoir autour d'une table et face à face avec les véritables protagonistes. Le pouvoir étant entre les mains de l'armée, c'est avec elle qu'il faut négocier une sortie de crise. Qu'on établisse un programme avec une phase de transition courte, en s'entend sur la composition d'une présidence collégiale, on s'entend sur les prérogatives qui seront les siennes. Et à ce moment-là, on ira vers une élection après avoir préparé les conditions d'un scrutin libre et indépendant. Et une fois qu'on a un président de la République légitime, il devra engager les véritables réformes. Merci, bien Sofiane sûr, en Gilali. priorité la justice. Merci, au plaisir de vous retrouver. Nous allons regarder quelques images d'une scène qui vient de se passer maintenant à Kharrata. Une manifestation. Kharrata, dont il faut rappeler qu'elle fut l'un des endroits les plus touchés par les massacres du 8 mai 1945. Donc les gens de Kharrata ont marché pour commémorer ce sanglant anniversaire. Mais quelque chose de nouveau et qui est très, très, très parlant. Les habitants de Kharrata ont interdit à toutes les autorités de participer à cette commémoration. Terminer les commémorations habituelles avec millefeuilles, limonades et applaudissements des chiatines tout autour, c'est la population de Kharrata qui a rendu hommage aux siens, à ceux qui sont tombés il y a 75 ans et qui l'ont fait entre eux, entre Algériens. Regardez. جزائر حرة ديمقراطية 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 جزائر حرة ديمقراطية. Voilà, dommage qu'on ait vu que le premier rang, il y a beaucoup de gens derrière. J'espère qu'on pourra avoir des images à passer pour qu'on n'ait pas l'impression d'avoir montré uniquement le premier rang. Hein. Nous allons ouvrir le standard. Alors, Anna. Ahmed من المسيلة مرحبا بك سي أحمد صحف ترك. Saïd, mon Français. Alan Bik, c'est Saïd. Bonsoir Jamal. Bonsoir, c'est Saïd. Marhaba. Alors voilà, j'étais tout à l'heure écœuré quand j'ai vu l'émission. Voilà, quand on voit travestir le présent, comment voulez-vous qu'on confie l'histoire à des gens ils nous disent que l'armée a fait échec au 5e mandat. C'est une insulte pour tout le peuple algérien. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Voilà pour. Excusez-moi, je n'ai pas bien compris. Vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Je vous ai dit tout à l'heure, j'étais écœuré de voir un de vos invités parler de. Il a dit que c'est l'institution militaire qui a mis en échec le 5e mandat. Oui. Vous m'écoutez? Oui, oui, là on vous écoute, oui. Voilà, donc moi je vois que c'est une insulte au peuple algérien. Ouais, mais... Alors, ces millions de gens qui sont sortis, eh ben, c'est l'institution militaire qui a mis en échec le 5e mandat. Je ne crois pas que cette problème ait dit exactement ceci. Hein. Il a dit que Gaïtsal a répondu aux aspirations du peuple algérien. J'ai très bien compris. Donc, à mon avis, je vois que tout simplement, c'est travestir le présent. Et comment voulez-vous qu'on... l'histoire va être écrite par la même personne. Voilà. Merci beaucoup. يسلمك تزادا صحة صورك. معنا العربي من بريطانيا. أهلا بك سي العربي. من بريطانيا. أهلا بك سي العربي. Depuis le temps que j'essaie de vous avoir, c'est une chance pour moi. Toute la chance est pour nous plutôt. Merci c'est l'Arabie d'être avec nous. Je vous en prie. Donc là, comme il y a la commémoration du 8 mai 45, oui. Donc je voudrais dire que c'était le châssis un petit peu le châssis et l'élan de la révolution algérienne. Donc c'est une date importante à ne pas oublier. Et je pense que
Si je reviens sur l'actualité de ce qui se passe en Algérie, le Hirak et tout ce qui s'ensuit, un petit peu toutes les manœuvres de Gaïd Salah, je pense qu'en tout, il faut parler aussi des pesanteurs qui sont à l'extérieur, c'est-à-dire la France. En un mot, la souveraineté de l'Algérie, il est entre guillemets. Voilà, le problème, c'est qu'il faut que tout le monde sache que l'Algérie n'est pas souveraine déjà et que même ces gens qui sont souverains à nos yeux aujourd'hui, c'est des sous-traitants, en fait. C'est des sous-traitants de toutes ces grandes puissances qui nous considèrent avec la charte de l'impérialisme comme un gâteau plus qu'autre chose. Donc il faut que ce Hirak, d'une part, continue sa pression sur le gouvernement, sur le pouvoir algérien, et aussi qu'il dégage, en parlant de la transition, qu'il dégage aussi une voie diplomatique, qui doit travailler pour que cessent ces pressions de l'extérieur, pour qu'on nous laisse un petit peu respirer, être nous-mêmes, et à prendre en charge notre problème interne, et de façon à ce qu'on se donne des chances véritables, de façon à aller donc vers ce projet de l'indépendance réelle de l'Algérie, et asseoir toutes les valeurs démocratiques et tout ce qui s'ensuit. Voilà, c'est le mot. Merci, c'est l'Arbi. Maintenant, Nasser Mbaris. Nasser. الو Nasser. الو أهلا بك سي ناصر صحف ترك. صحف ترك خويا جمال زلفلاون. أزوف الله. صحف تركم. سلمك. يعني في الحقيقة أنا نتبعوا المغاربية قبل من الحراك، وخويا جمال سينا نحكموك بليزير فوا امبوسيبل، واليوم يعني الحمد لله حكمناكم. لو بوان نيميرو 1 اللي حبيت نقولوا ان احنا مازلنا مصممين على سيستم ديغاج. وي. والثاني هو هذا القايد صالح، هذا القايد صالح يعني اللي يحب يعني يولي هو البريزيدون انديريكتومون. 22 فيفري يقول لنا المغرب بهم، ودوكا يعني عنده دي ريغلومون كونت مع العصابه اصحابه القدم، ويديروا لنا هنا في كرنفال في الدشره كما وراو لنا التوفيق والسعيد وطرطاق طلعوهم من المحكمه. سي با اون فاسون كومون نقولوا في المحكمه العسكريه باش تطلع عباد هكذاك. il faut les menottes, il faut 2 gardes corps وكاع هايديك. دونك يعني نقدروا نقولوا باللي هم يستهزئوا بالشعب، ما حبوش يسمعوا لنا، ولكن ما نولوش اللور. حنا ما نولوش، امبوسيبل نولوا اللور. الشعب الجزائري واعي بزاف يعني، ولا هما يظنوا باللي هذا الشعب اسمح لي اونتر كيمي غبي. لا، مغلطين. هو العكس، الشعب هو اللي واعي عليهم، هو اللي متقدم بزاف عليهم. باش واحد جان صغير كيما هذاك سفيان الله يبارك تاع 17 سنه في الجي يديكورتيك لا كونستيتيسيون. ميرسي، بارك الله فيك سي ناصر. معنا عبد الغني من الجزائر. عبد الغني. السلام عليكم. عليكم السلام سي عبد الغني، مرحبا بك. سلمك تزاد صح اخويا. برك انا بون البارح درت معكم على كل حال. حبيت ريبوندي لهذاك الجلسه على كل حال. حاب الجلسه بلي وطنيين وما يطيحوش يعني في الدار تاع الدوتياس تاع ليطا ماجور. سامبلومون البارح فهمت الشعب الجزائري كاع على بالو، وما بقيت صالح على بالو باللي سي غاس البابل. لو كان ماشي الشعب هذا العظيم اللي متحد 48 ولايه بليس الجاليه الخارجيه في الخارج يعني في اوروبا وفي امريكا، ما يستطيعش باش هو يدخل مدين وسعد بوتفليقه او طرطاق يديهم التريبينال وداهم على حساب في القضاء العسكري. يقال لك باللي تامر السلطه، ولكن للاسف ما يكزيستيش يعني التعدي على السلطه مع السلطه ما عندوش معنى عند القضاء. يعني تحوس في القانون القضائي الجريمه اللي يكزيست با داكور. انا حبيت نفهم الجاي صراحه. انا على كل حال اللي حاب يدخل التاريخ مازال عنده وقت باش يدخل التاريخ، وما يشوفش باللي خاصنا في النهضه راح يقولوا يعني على بالهم ولا دوك شنو قال تماتيك. وانما الا حب يدخل
هذا الشعب هذايا باش نديروا دوله جديده راه عنده اي غران شونس باسكو اللي فاهم بلي قايد صالح جاب لي ربي ماهوش فاهم الشعب هذا الشعب سي فيني. بارك الله فيك سي عبد الغني. معنا محمد من بسكرة. اهلا بك سي محمد. الو السلام عليكم. وعليكم السلام. صحة فطورك. صحة فطورك خويا جمال. والله انا حبيت ندخل برك في موضوع تغيير الخطاب من اسبوع لاسبوع. الاسبوع هذا ولا اليوم تاع الجيش واش يقول لك باللي لازم نروحوا الانتخابات والمغرر به. يعني هذا خطاب بدات تميل الكفه، يعني الطريق غير محمود كما نقولوا، وحنا بربي ان شاء الله مكملين في سلميه ورانا نخرجوا. والانتخابات 4 جويلية هذه بربي ان شاء الله ما تكونش كما كان يقول سي سفيان الجيلاني قبيله، يا نخرجوا كل ضد هذه الانتخابات يا ما نخرجوش كل، يعني يا يروحوا هما كاع يا نخرجوا احنا كاع يا نروحوا كاع. بارك الله فيك. يبارك فيك يا سيدي. معنا بن يحيى من الجزائر بسكايب. بن يحيى. السلام عليكم خويا. السلام عليكم خويا جمال. وعليكم السلام سي بن يحيى، مرحبا بك. الضربه تاعكم ما حكمناش خويا جمال. خلاص ما نجيش نلبسها خاطرك شي بقاو نحكيو غير على القميجه. والو ما طلع لي لا جافين والو يا اخي، ما ضربناش بعين يا اخي. واش اخويا جمال صعب طرق اخويا جمال. نعم تفضل سي بن يحيى. جمال والله غير هذا القايد راه خويا. شوف خويا جمال، انا نوصي الشعب يا خويا الحراك هذا الى حبس غير خلاص. هذه الجماعه يعني هما يتيسوا هذه الجماعه. انا عندي معلومات، يعني واحد مسؤول يعني نعرفه في الخبر يعني قال لي يعني المشكله اذا كان يحبس الحراك هذايا يوقع ما يوقع، ربما يجي يدير لك شهر في لاكرومبوش، شهر في ساحته هذا يوا الحراك. هما يستنوا الفرصه غير يفرغ الحراك هذا ينقص، هذيك الفرصه تاعهم. وانا نطلب بالشعب لازم يوقف وقفه. الا الحراك هو الصح، الا بقينا هكذا خلاص دوك الطلبه وحنايا ننهزموا باذن الله. لاخاطش القايد هذا راه القايد هو ديجا غير شرعي، هو نائب الوزير، وزير الدفاع ما كاش ديجا باش يدير وزير الدفاع ما حبوش يدير وزير. انا يولي لك المشكله كونوا حكومه بصح وزير الدفاع ما كاش، وهو نائب وزير الدفاع هو ما يكزيش. هو راه يحوس غيرها وديجا هو يخرجنا بخرجات والناس تركب بالموجه والناس ويتفلسف حب يولي لنا السيسي تاع الجزائر واحد اخر. حنا نطلب من الشعب لازم الحراك، لازم هذه الجمعه لازم يكون حراك صحيح. انما وين يضحي؟ الا ما ضحاش الناس ما تقدرش شي انسان يضحي نهار في السمانه يدي معاه كاس خروطي وترتم معاه. ودعم بالها الاستقلال وهذه الحريه هذه ديالنا لازم تضحي. احنا لازم نضحوا، ولا ما ضحيناش والله غير يسري فينا الباطل والله بالواحد. وبارك الله فيك سي بن يحيى. معنا جمال من باتنا. جمال من باتنا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا بك سي جمال. صحة فطورك. سي جمال مساء الخير، عيشك انت زاد بارك الله فيك. شوف جمري فار ودير جديد ساماديبا. نعم. تسمع فيا؟ نسمع فيك. جمري فار ودير جديد ساماديبا اللي قال سيت ناسيون ا سواف دو غروندور. وي. وحضرني حاجة أخرى، مقطع لبيتين من إلياد الجزائر الخالدة لشاعر الثورة حيث صدح قائلا: وقال الشعب يا رب يكون حربا على من بات لا يخشى العقابة، فكان وكان من شعب ورب قرار أحدث العجب العجابة. حضرني واحد الديكتون ولا ما عرفت كيف نقول لك اون اسبانيول يقول البيبلو انيدو خماسيرا بينيسيدو، يعني الشعب الموحد لا يزال ابدا. وبغيت ننبه الحاجه. نعم. الرئيس السابق دار مرسوم يسميوه قانون عدم تجريم اخطاء التسيير، يعني يديروها للرقبه، وبالقانون هذا يقدروا دونك الناس اللي حاكموهم قادر يخرجوهم كيشعروا من اللاجئين بالمرسوم هذا. نعم. الو نسمعوا فيك. والنداء نتاعي للرجال الامن نتاعنا في جميع الاسلاك، رجال ونساء، والجند نتاعنا افضل اجناد الارض، نقول لهم وطن لا نحميه لا نستحق ان نعيش فيه، وربي يرزقنا سلطان صالح ان شاء الله ويهني الامه. والسلام عليكم. امين. وبارك الله فيك سي جمال. معنا حساني من سيدي بالعباس.
حساني. وي. اهلا بك. اهلا بك سي جمال. وعليكم السلام. شكون حساني؟ انا عندي حبيبي كبير. سكينة سيدي بالعباس. ايه اختي سكينة، عاش من سمعك. الله يسلمك. هذه مفاجأة كبيرة هذه. واكر راكم غاية. كي خويا الاخضر والنقريطة. الحمد لله الحمد خيرور. لله. الحمد لله. دوك الناس يتفرجوا يقول لك ندوروا أنا عائلة. مرحبا بك سكينة. الله يسلمك. هذه مفاجأة كبيرة هذه. الحريرة اللي قارح فيك تجي تاكل الحريرة. راه شوية عاي راه مريض. الحمد لله الحمد لله. سكينة نخليك ما تقطعيش، دوك يديو عليك الهاتف دوك نعيط لك. اي الله يسلمك. بارك الله فيك سكينة اختي، ربي يعيشك يبارك فيك. معنا نور الدين من بومرداس. سامحوني يا خوتي، كان يعني هذه مرت حبيبي قديم بزاف، وعندي مده ما لقيتش الهاتف نتاعو، على هذيك يعني سمحت لنفسي نهضر معاه هكا مباشره قدامكم، سامحونا بزاف. معنا نور الدين من بومرداس. مرحبا بك سي نور الدين. السلام عليكم. وعليكم السلام، مرحبا بك سي نور الدين. انا حبيت نقول هذو اللي راهم يراهنوا على الوقت، راني نشوف باللي الوقت او يكون فيهم او يمشي ضدهم، او الخونه بداو يفضحوا بعضهم البعض، كل واحد هو يكشف في السرار تاع الاخر، وقضيه تاع يتنحوا كاع. هذه مساله وقت، وباذن الله يروحوا كيما راهم. وهذو اللي يروحوا ويهضروا معاهم وشاورات، هذو كيما هما كيف ما كاش اللي نحو فيهم. اللي حر اللي يخمم على بلادو ما يهضر معاهم، ما يشاورهم، ما يحاورهم، وكلش راح يجي باذن الله وحده كما يقولوا في يكفي الوزن في صوني. والسلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله سي نور الدين. هذا كانت آخر مكالمة. صور تاع خراطة من بعد تلتحق، من بعد ما تكمل الحصة هذه تشوفوها صور، بختش الصور قبل كانت هذاك ما لحقنا، كان لحقونا صور واحد اخرين باش تشوفوا يعني الناس تاع خراطة كيف يتظاهروا اليوم 8 ماي 45. حبيت برك نقول يعني رأيي الخاص يعني للناس اللي راهم في النظام اليوم، اللي راهم يراوغوا ويستعملوا هذا الحيل هكا ومنا بلي ما يعني راهم غالطين. فيقوا مع رواحكم يا الخوا، فيقوا وراكم رايحين كيما هيك. شوف كي كان سعيد بوتفليقه حب يفرض العهده الخمسه بالسيف، وحنا على بالنا باللي حتى من قايد صالح في ذاته كان وجماعه جنرالات اخرين يقولوا يا ولدينا الشيطان راك راح تدينا للحيط وتدي روحك للحيط معنا، لقاو حل واحد اخر الله اعلم اقترحوا عليه حتى هو يولي رئيس اذا يحب، يعني تسمى غيتفاهموا على راسنا كما يحبوا هما. ومع هذا ما حبش، قال لهم والو، وهدر مع نزار قالوا والله ماني ندير مارشاليال كون نعرف ندير ايطات سياج ولا ايطات اكسبسيون، تسمى هو المعلم تاع الجيش للدرجه وين يقدر يدير ليطات سياج ولا ليطات دورجونس، استغفر الله. دونك النظام تاع اليوم اللي راهم اليوم تولوا على الحكم اللي كانوا هما البارح مع بوتفليقه نفس الناس، يعني باش ما نغلطوش بعضنا، هذا الناس انا نقول لهم يا جماعه فيقوا مع رواحكم، ما راحش الحال وتقدروا ديروا خير كبير، تخرجوا من الباب الكبير، تقدروا تعاونوا هذا الشعب هذا، خاطرش السلطه بين يديكم، دوك نحبوا ولا نكرهوا، انتم اللي عندكم السلطه بين يديكم والسلاح بين يديكم والقوه بين يديكم، بصح ما تقدروش ديروا بها واش راهو في راسكم، ما تقدروش يعني تخليوا تفرضوا روحكم على الشعب الجزائري بالسيف عليه، هذه سي ترميني، هذه ما تجيش تصرى، لازم تكونوا واعيين واذكياء للدرجه باش تفهموا هذا الشيء البسيط، انه الجزائر تاع غدوه ما تكونش كما كانت من 62 ل 22 فبراير 2019 ترميني. دونك اللهم انتم رايحين روحوا بالكرامه وبالجلاله، قفلوا الباب بالعقل واطلبوا السماح من هذا الشعب هذا، لربما يسمح لكم، وحتى اذا ما يسمح لكمش تفوتوا امام عداله تاع الصح اللي ما تظلمش، اللي ما تمشيش بالتليفون، وان شاء الله احنا نتمنوا ما يحاسبوكمش اللي ديتوه سماح. لا يعني نتمنى، انا مانيش انا اللي نهضر، ما عنديش دروا نهضر باسم الشعب الجزائري، ولكن نتمنى انه الشعب الجزائري يهز روحه ويقول لكم سماح، ديوهم ممليكم كلوهم،
غير قيلونا برك، خليونا نعيشوا وخليونا نبنيو دولة تاع الصح، ونبنيو وطن تاع الصح، ونبنيو كرامة تاع الصح، ونوليو احنا اسياد في بلادنا، واللي في البرة يدخلوا وولادنا ما يزيدوش يرميو روحهم في البحر، والفقير والضعيف ما يجيش يتعفس ويتحقر، ونوليو كل خاوة ما نخليو حتى واحد في جنب الطريق. فيقوا يا جماعة مع رواحكم، وما راحش الحال. Vous pouvez vous racheter, vous pouvez sortir par la grande porte, vous pouvez aider ce peuple, votre peuple, c'est votre peuple. هذا مخاوتكم ومواتكم واخواتاتكم واولادكم منكم دمكم ولحمكم. Vous pouvez les aider. parce que كل شيء يروح، الدراهم يروح والسلطة تروح ويحصر ما يبقى منكم والو، ما يبقى منا كل والو. اللهم درك vous avez la possibilité de faire un geste qui restera dans l'histoire, qui vous sera compté demain. يعني في التاريخ الشعوب، انا مانيش نهضر على شيء اللي يخص ربي، هذيك حاجه واحده اخرى، انا ما ندخلش في الامور، مي في التاريخ تاع الشعوب ça vous sera compté بلي vous avez eu un sursaut de sagesse et que vous avez su partir noblement, dignement, en aidant votre peuple à reprendre les rênes de sa propre souveraineté, à recouvrer sa dignité pleine et entière, et à pouvoir fonder enfin une vraie république. صحة سحوركم وصحة رمضانكم وبقوا على خير.